Il vient de se passer quelque chose de dingue sur les marchés financiers. Après plusieurs mois de hausse, l'or, l'argent et le bitcoin se sont effondrés en seulement quelques jours. L'or a perdu 20% de sa valeur en seulement quelques jours, dont 12% en une seule séance. L'argent a perdu 40% de sa valeur, dont 30% en seulement quelques heures. Et forcément, Bitcoin, lui, il a suivi la même tendance. Il affiche moins 12% sur les 7 derniers jours et moins 35% depuis son précédent record historique de 125 000 $. C'est l'une des pires corrections de la décennie sur les marchés financiers et il y a deux questions à se poser. La première, c'est pourquoi est-ce que les marchés ont corrigé aussi violemment? Et la deuxième, c'est est-ce que cette baisse est une opportunité ou un signal d'alarme avant une correction plus importante? Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux raisons de cette baisse ainsi qu'à Michael Saylor qui subit la baisse du Bitcoin de plein fouet mais qui ne semble pas être inquiété pour autant. Le point de départ de cette baisse, c'est la nomination de Kevin Warsh en tant que nouveau président de la Réserve fédérale américaine. Il a été élu par Donald Trump et va remplacer Jerome Powell. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Powell est l'ennemi public numéro 1 de Donald Trump parce qu'il refuse de baisser les taux. Et comme Donald Trump n'arrive pas à le faire changer d'avis, il a décidé de le remplacer. Il faut bien comprendre que Kevin Warsh n'est pas connu pour accepter de faire tout ce qu'on lui demande. Donc ce n'est pas parce que Donald Trump lui demande de baisser les taux qu'il va le faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, les marchés se sont effondrés, ça a été très violent, mais il faut bien comprendre qu'avant ça, le marché était déjà sous tension. Le Bitcoin est passé de 15 000 $ en 2023 à 125 000 $ en septembre 2025. Le cours de l'or a doublé en un peu plus d'un an et le cours de l'argent est passé de 40 $ en septembre 2025 à 115 $ en janvier. Avec ces chiffres, vous comprenez bien qu'on ne parle pas d'une hausse de seulement quelques pourcents, mais de nouveaux records historiques et d'une arrivée massive de liquidités sur le marché. En 2025 et 2026, tout le monde était investi sur les matières premières et certains investisseurs utilisaient de gros effets de levier. Donc vous comprenez bien que quand tout le monde mise sur le même actif, le moindre élément perturbateur peut créer la panique sur le marché et les marchés peuvent descendre aussi vite qu'ils sont montés, c'est-à-dire violemment. Le problème dans cette histoire, ce sont les effets de levier. Quand tout monte, tout se passe bien, mais dès qu'un actif commence à baisser, tout peut s'enchaîner très rapidement. La panique s'installe, les traders sont liquidés et les premiers supports techniques sont cassés et on se retrouve avec un marché qui s'effondre sans limite. Ces derniers jours, les fondamentaux de l'or n'ont pas changé. Ce qui a changé, ce sont les événements de liquidation qu'ont subi certains investisseurs qui étaient très exposés à l'effet de levier. C'est arrivé sur Bitcoin, sur l'or, mais aussi sur l'argent et en plus violent d'ailleurs, parce que c'est une matière première qui est moins liquide et dont la capitalisation boursière est moins importante. Donc la baisse de ces derniers jours, elle ne provient pas seulement de Trump, mais de la spéculation et des effets de levier qui étaient beaucoup trop importants. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette baisse est une opportunité pour investir? La réponse est oui, mais je vais détailler mon propos. L'or et l'argent ne sont pas voués à disparaître, et heureusement d'ailleurs, mais ce qu'il faut retenir de cette récente baisse, c'est que les marchés sont montés beaucoup trop fort, et qu'ils ont fini par corriger, tout simplement. L'or et l'argent restent pertinents à long terme, mais il y a encore beaucoup de spéculation et d'effets de levier sur le marché aujourd'hui, donc personnellement je reste patient et je vais attendre de meilleurs points d'entrée pour me positionner. Cette correction elle est violente, mais honnêtement je la trouve cohérente par rapport à la hausse qu'on a connue ces derniers mois. Les marchés ont littéralement explosé et une correction de 20 à 30%, ce n'est pas dramatique. Maintenant on va s'intéresser à Michael Saylor et à Strategy. Saylor a commencé à acheter du Bitcoin avec Strategy quand il était à 11 000 $ en 2020. Il en détient plus de 710 000 au moment où je tourne cette vidéo. Et le prix du Bitcoin a tellement baissé qu'il est aujourd'hui proche de son prix d'achat moyen qui est de 76 000 $. Pour commencer, il faut savoir que Saylor achète massivement du Bitcoin, mais pas pour gagner de l'argent en vendant, simplement pour en accumuler un maximum à long terme. Il a acheté du Bitcoin à 20 000 $, à 50 000 $, à 80 000 $ et même à 117 000 $. Donc son prix d'achat moyen est relativement haut. Dans le cas de Michael Saylor, on parle d'un DCA qui est très agressif. Et contrairement à un particulier qui achète du Bitcoin pour lui et qui pourrait paniquer à la moindre baisse des marchés,
Saylor, il achète du Bitcoin pour et avec son entreprise. C'est une stratégie qui est complètement différente. Vous devez bien comprendre que la stratégie de Michael Saylor ne consiste pas à acheter bas pour vendre haut, mais à acheter régulièrement du Bitcoin pour en accumuler un maximum rapidement. Pour acheter ses 700 000 Bitcoins, Saylor a levé de la dette. Donc aujourd'hui, il ne mise pas seulement sur la montée du prix du Bitcoin, mais sur sa capacité à rembourser un jour cette dette parce que le prix du Bitcoin aura suffisamment monté pour qu'il ne soit pas liquidé. Avec stratégie, Saylor est énormément endetté. Le Bitcoin est passé de 125 000 $ à 77 000 $ au moment où je tourne cette vidéo et il pourrait être inquiété ou paniqué, mais en réalité, il continue d'acheter du Bitcoin et d'en accumuler un maximum. Pour le moment, Saylor n'est pas contraint de rembourser sa dette puisque la majorité de sa dette est sur le long terme, donc les échéances de remboursement sont étalées sur plusieurs années. En plus, je rappelle que le business historique de stratégie continue à rapporter un peu de cash à l'entreprise, donc Saylor peut rembourser facilement les intérêts de sa dette. Aujourd'hui, la vraie question à se poser, ce n'est pas est-ce que Saylor va devoir vendre du Bitcoin pour rembourser sa dette, mais plutôt comment est-ce qu'il va faire si le Bitcoin baisse à 40 000 $ et que cette baisse dure plusieurs années. En réalité, c'est le jour où il va devoir commencer à rembourser sa dette qu'il va devoir chercher des solutions pour trouver de l'argent. Le problème, si Michael Saylor décide de vendre du Bitcoin, c'est que ça va créer la panique sur les marchés et le prix du Bitcoin risque de baisser fortement. Mais je vous rassure, si Michael Saylor a besoin de cash pour rembourser sa dette, il n'est pas obligé de vendre du Bitcoin. Il peut tout simplement émettre de nouvelles actions sur le marché ou refinancer sa dette comme il a fait jusqu'à aujourd'hui. Le destin de Michael Saylor et de stratégie dépend de deux choses, de l'évolution du prix du Bitcoin et de la capacité du système financier à continuer de financer son pari et en lui permettant de lever encore plus de dettes pour acheter encore plus de Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un format actualité un peu différent des vidéos que j'ai pu traiter ces derniers mois, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vais essayer de traiter les sujets d'actualité plus souvent parce qu'il faut avouer que c'est intéressant à analyser et à étudier. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.